Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, alors que la politique internationale continue de condamner l'invasion russe en Ukraine, quelle influence peut avoir le monde du sport sur ce conflit? L'organisation Peace and Sport vient de publier une tribune à ce sujet. Nous en parlerons avec son président fondateur Joël Bouzou. Comment permettre aux enfants de bénéficier de cours de natation quand leur commune ne dispose pas de piscine? Vous découvrirez dans ce journal un concept astucieux soutenu par la Fondation Princesse Charlène, une piscine itinérante. Puis nous irons à Paris rejoindre Pauline Ducruet. La fondatrice de la marque Alter Design a présenté cette semaine sa nouvelle collection lors de la Fashion Week. Elle partagera avec nous son ressenti. Et puis Monaco valide sa place dans le groupe 2 de Coupe Davis. La paire monégasque Nice Arneaudo a offert le point de la victoire à son équipe face au Maroc. Les experts décrypteront tout cela pour vous à l'issue de ce journal. Le sport, une réponse pour la paix face à la guerre en Ukraine. Peace and Sport a lancé hier un appel à la fraternité. Dans une tribune qui compte déjà des centaines de signataires, l'organisation monégasque encourage la prise d'initiative pour mettre en avant le sport comme facteur de paix. Il est temps de rejoindre notre premier invité dans les studios de Monaco Info, le président fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou. Bonsoir Joël Bouzou. Bonsoir. Plusieurs voix se sont élevées dès le début de l'invasion russe en Ukraine, politique bien évidemment, mais également sportive. Quel rôle peut avoir le monde du sport dans ce conflit? Il a plusieurs rôles. Vous avez vu qu'un certain nombre d'institutions comme le CIO, Fédération internationale, etc., ont enlevé des événements à la Russie, à la Biélorussie. On comprend très bien que ce soit le cas. Parce qu'effectivement, il y a une agression d'un pays souverain. En même temps, je pense qu'il faut absolument maintenir les relations avec les champions russes, les champions du Bélarus. Pourquoi? Parce qu'à travers les contacts qu'on peut maintenir avec eux, on peut aussi développer des élans de fraternité qui peuvent influencer les fans de ces champions, qui peuvent donc influencer les populations, en particulier pour le moment où les hostilités seront terminées. Mais aussi, on peut faire rentrer des idées progressistes dans les pays. Donc moi, je suis vraiment pour que les possibilités individuelles de participation de ces athlètes continuent quand c'est possible. Ça permet à ces athlètes de continuer à être en contact avec les autres de faire passer les messages, et puis certainement de faire bouger les lignes. Oui, c'est important que Instant Sportif et également Sportif relaient ce message. Comme vous l'avez dit, ils ont une influence importante aussi et un rôle à jouer dans ce conflit, même si évidemment ça reste dans le sport. Oui, et puis quelque part le sport doit rester sacralisé. La société des sportifs veut rester une sans exclure personne. Et en particulier pour le moment où on pourra vivre ensemble de nouveau de façon apaisée. C'est un moment aussi où le sport peut se rendre compte du rôle majeur qu'il peut jouer. Bien sûr, nous on l'éprouve tous les jours avec Peace and Sport. On a vu une équipe de double il y a quelques années entre un Indien et puis un Pakistanais, Bopana et Kershi, porter les couleurs de Peace and Sport, finale de l'US Open, passer les messages. On veut être une solution pour continuer à ce que le dialogue apaisé puisse perdurer. Et la mission de votre organisation a là toute son importance. Absolument. C'est pour ça qu'on a appelé une masse importante de champions, puisque aujourd'hui il y a plus de 300 champions de 40 pays, dont des Russes, des Ukrainiens, qui font partie du groupe et qui appellent à des élans de fraternité, à une campagne massive de wildcard que vous connaissez bien. En général, on fait ça au moment du 6 avril, mais là, on l'a décalé un peu plus tôt. Le but, c'est d'agréger derrière chaque wildcard des éléments de fraternité, des actions concrètes qui permettent de montrer qu'on peut dialoguer et que la solution des armes n'est pas la solution qui nous convient, il y a d'autres solutions. C'est tout l'objet de votre tribune que vous avez publiée hier. Plusieurs champions de la paix ont répondu présents. Je crois que maintenant ils sont plus d'une centaine. Est-ce qu'on peut citer quelques noms il y en a parmi 300. eux?
maintenant. 300 maintenant. Dedans, il y a des Russes et des Ukrainiens, il faut le dire. Mais il y a des gens comme Didier Drogba, Tony Estanguet, Alexandra Kosteniuk, qui est une championne d'échecs qu'on connaît bien ici en principauté, qui est russe. Voilà, des gens qui partagent, comme nous, l'idée que la société du sport, c'est une société mondiale, apaisée, qui embrasse toutes les cultures, toutes les différences, et qui peut jouer un rôle apaisant dans les circonstances difficiles qu'on est en train de vivre, être capable aussi de faire passer des messages par les champions à l'intérieur des pays, des messages qui ne sont pas censurés, des messages qui peuvent passer directement aux fans. Ça, c'est quelque chose que je pense très important. C'est ce qu'elle symbolise, cette white card aujourd'hui. Absolument. C'est une façon de dire aussi, le sport, c'est pas que des compétitions et des podiums. Le sport, c'est un langage universel qui permet aux gens de se réunir, quelles que soient leurs différences, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quel que soit leur groupe ethnique, pour mieux se comprendre. Et c'est ce qu'on vit dans un village olympique. C'est ce qu'on vit quand on accède au niveau international. On dépasse ses propres origines culturelles et parfois un peu fermées pour embrasser les différences. Donc ça, c'est un vecteur très très important qu'on doit activer dans des moments difficiles comme ceux d'aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Joël Bouzou, d'avoir été avec nous ce soir dans les studios de Monaco Info pour faire passer votre message de paix par le sport. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Et si vous aussi, vous souhaitez signer la tribune de Peace and Sport pour répondre à cet appel, rendez-vous sur le site officiel le www.peace-sport.org. Parmi les signataires qui ont déjà adhéré au mouvement, on peut retrouver le footballeur et vice-président de Peace and Sport, Didier Drogba, le biathlète Quentin Fillon-Maillet, 5 médailles dont 2 en or aux derniers Jeux Olympiques, Olivier Dacour ou le gymnaste monégasque Kevin Crovetto. N'hésitez pas également à brandir votre carton blanc sur les réseaux sociaux en mentionnant le hashtag WhiteCard, symbole de la paix par le sport. Et toujours au sujet de cette guerre en Ukraine, Monaco a fait connaître son point de vue à l'ONU et au sein des autres organisations internationales. Bonsoir Julia Vial. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. La Principauté a en effet participé à la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle s'est tenue à New York du 28 février au 2 mars. Il s'agissait, Émilie, de la première session extraordinaire d'urgence convoquée par le Conseil de sécurité en 40 ans. Et à cette occasion, Monaco a fait valoir son ferme attachement au respect du droit international, à la souveraineté de l'Ukraine et à son intégrité territoriale. Le gouvernement principal a aussi appelé à la poursuite du dialogue et des négociations diplomatiques. Pour finir, la Principauté a salué le courage du peuple ukrainien et de ses dirigeants. Lors de cette session, les États membres de l'ONU ont procédé à l'adoption d'une résolution intitulée « Agression contre l'Ukraine » qui déplore l'agression commise par la Fédération de Russie et exige qu'elle cesse immédiatement d'employer la force contre l'Ukraine. Autre sujet d'actualité, la pandémie de Covid-19. Un nouvel assouplissement des mesures a été annoncé hier par le gouvernement princier. Il sera effectif à partir de lundi. La campagne de vaccination, elle se poursuit. Que révèlent les derniers chiffres, Julia ? Au 27 février, Émilie, près de 78 270 injections de vaccins ont été administrées. 71,6% de la population résidente éligible au vaccin a bénéficié ainsi d'un schéma complet de vaccination. Ce taux est supérieur ou égal à 62% pour toutes les tranches d'âge à partir de 18 ans et il est proche des 82% chez les 55-64 ans et des 95% chez les 75 ans et plus. Un mot à présent sur la kermesse de l'œuvre de Sœur Marie qui s'est clôturée aujourd'hui. L'événement a reçu le soutien du prince Albert II. La fête de bienfaisance de l'œuvre de Sœur Marie s'est en effet poursuivie ce samedi de 10h à 17h. C'est une vraie tradition, Émilie, et il y avait au programme de cette journée une grande tombola et même un défilé de mode de la styliste monégasque La Môme de Monac. Mais cette journée a été surtout rythmée par la venue du prince Albert II sous le chapiteau de Fontvieille. Il apporte à chaque événement son soutien à l'œuvre de Sœur Marie. Pour rappel, il s'agit d'une association non gouvernementale qui vient en aide aux personnes âgées de la Principauté, mais aussi des communes limitrophes. L'association leur apporte notamment un soutien financier. Les fonds versés proviennent essentiellement de cette grande kermesse, Émilie.
Merci Julia. Nous étions tout à l'heure avec le président fondateur de l'organisation Peace and Sport, organisation qui promeut la paix par le sport. Eh bien, depuis sa création, la Fondation Princesse Charlène développe, elle, l'éducation des enfants par les valeurs du sport. Dernière action en date, ce concept à la fois ludique et pédagogique, un centre aquatique mobile qui permet aux enfants de communes ne bénéficiant pas de piscine municipale de suivre tout de même des cours de natation. Une délégation de la Fondation s'est rendue à Auriol dans les Bouches-du-Rhône pour signer un partenariat avec l'association Aqua Itineris. Plus de détails dans ce reportage réalisé sur place par Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Vu de l'extérieur, il est difficile de s'imaginer que cette remorque abrite tout le nécessaire d'un centre aquatique. Une piscine sur roue, cela peut surprendre et pourtant, une fois à l'intérieur, on y découvre un bassin de 8 mètres de long avec un fond ajustable, des vestiaires, une douche et même un accès pour personnes à mobilité réduite. Son créateur l'a imaginé il y a 12 ans et pour lui, c'était un outil indispensable. Je suis dans le domaine de la natation depuis très longtemps. Mon père était aussi dans le domaine de la natation. C'est lui d'ailleurs qui a, au Maroc, construit une piscine un peu comme ça, mais fixe, avec plancher réglable dans les années 50, pour vous dire. C'est une vieille histoire de famille. Et comme je suis moi dans l'humanitaire, pour former mes équipes de secouristes au Maroc, dans le Moyen Atlas, il fallait que je trouve une solution pour qu'il y ait une piscine dans ces villages où évidemment il n'y aura jamais de piscine. Donc l'idée c'était de mettre la piscine que mon père avait conçue au Maroc, la mettre sur un camion, mettre les vestiaires, local technique et pouvoir comme ça passer dans les villages pour apprendre à nager aux enfants. Une idée née d'un constat alarmant. En France, entre le 1er juin et le 31 août 2021, 1983 noyades sont survenues. La Fondation Princesse Charlène, dont la mission première est la lutte contre la noyade, vient de signer un partenariat avec l'association Aqua Itineris France pour promouvoir ce concept innovant et ludique. I think it's a great concept what they put on here, especially with these kids who have no means to access any pools. So just to see and witness the kids' faces, it tells it all. So great concept, and I think they're going to reach a lot of kids, teaching them how to swim. S'implanter au plus proche des utilisateurs, aussi bien en ville qu'à la campagne ou à la montagne. Pas de limite tant qu'un semi-remorque de taille standard peut circuler. Une solution qui permet d'offrir un bassin à des communes qui ne peuvent investir dans la construction d'une piscine communale. On reste un certain nombre de jours pour que les enfants, puisqu'on s'adresse entre autres à ce public-là, les enfants bénéficient d'une dizaine de séances en continu. C'est un enseignement MHC, ils viennent tous les jours, ils vont avoir une dizaine de séances et à la fin, ils ont acquis les principes de l'aisance aquatique et du début du savoir nager. En France, de nombreuses zones sont carencées en termes d'infrastructures aquatiques. Grâce à cette piscine itinérante, les premières notions de natation peuvent être enseignées dès le plus jeune âge. Le plancher réglable en hauteur est un avantage indéniable dans ce mini-bassin. Au départ, on commence à une profondeur de 20-25 cm, on passe rapidement à 40, 80, et une fois qu'on est à 80, on va ensuite à 1,20 m très facilement. Il y a une grande différence dans l'apprentissage de la natation avec un plancher réglable. Les enfants apprennent plus vite parce qu'ils n'ont pas peur. Un accélérateur d'apprentissage et une aide précieuse pour les aquaphobes. Les cours sont également disponibles pour les bébés nageurs et les seniors. Le centre aquatique mobile quittera bientôt Auriol après 4 semaines d'activité pour rejoindre le Val d'Oise pour sa prochaine opération en avril sur la commune de Cormeilles-en-Vexin. La première en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. Et ce modèle que vous avez pu découvrir dans le reportage d'Alexandra Pani est la toute première version de ce concept innovant. Une nouvelle version améliorée devrait voir le jour prochainement. Prenons la direction de Paris à présent. Paris qui vit au rythme de la Fashion Week jusqu'à mardi. Le 1er mars, Pauline Ducruet a présenté la nouvelle collection de sa marque Alter Design. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Pauline Ducruet. Bonsoir. Est-ce que vous vous êtes tout d'abord remise de vos émotions ? Remise très vite, mais on est reparti au travail parce qu'on a maintenant des showrooms pendant la Fashion Week, donc voilà. Donc on s'est remis au travail très très vite. Pouvoir présenter sa nouvelle collection à la Fashion Week de Paris, c'est l'ambition de tout créateur. J'imagine que vous êtes aux anges là. Ah oui, c'était un rêve. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je l'avais déjà fait pour les collections d'avant, mais c'est vrai que là, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait de show à proprement dit, donc c'était bien de repartir dans cette belle énergie. Et ça fait quoi de retrouver ce public qui est un fin connaisseur de la mode ?
Ben, c'est toujours agréable d'avoir les retours sur le travail qu'on a fait pendant autant de temps, pendant autant de nombreux mois. Donc du coup, c'est toujours bien d'avoir les retours sur notre travail. Alors la collection que vous avez présentée est la collection 2022. Qu'est-ce qui a guidé votre inspiration sur cette collection ? Alors pour cette collection-là, j'ai été très inspirée par le côté forêt, le côté nature, etc. Donc on dit pour présenter la collection, c'est un peu une bulle d'oxygène dans un monde un petit peu qui part en cacahuète. Voilà, donc c'était un petit peu une espèce de bulle d'air et de bulle d'oxygène avec pas mal de couleurs et je pense qu'on en avait bien besoin après les mois difficiles. Ouais, des touches de vert, des touches de jaune, on a vu. Oui, on a la couleur vraiment principale de la collection, c'est vraiment le vert. Donc moi, quand je travaille, en fait, je pars sur des couleurs en fait de base. Donc voilà, la couleur de cette année, c'est le vert et ce côté ambré aussi qu'on retrouve dans la collection. Et toujours cette matière unique qui caractérise votre marque. Oui, on travaille beaucoup avec la soie. Donc ça, c'est vraiment notre ADN, je dirais. Puis maintenant, voilà, on a essayé de faire d'autres matières aussi, donc notamment des laines non traitées. Voilà. Et beaucoup de matières aussi, des matières aussi un petit peu novatrices, je dirais, parce que c'est des cuirs végétaux. Donc cuir de pomme, cuir d'ananas et cuir de maïs. Ouais, parce qu'on le précise, votre ligne de vêtements est durable et unisexe également. C'est ça, unisexe et éco-responsable. Pourquoi ce choix d'éco-responsabilité ? Elle a été guidée par votre oncle peut-être et puis par tout ce mouvement qu'il y a derrière, cet engagement. Je pense qu'on est une génération qui essaye de changer un petit peu les choses et qui essaye de faire les choses bien. Donc moi, j'ai toujours été passionnée par la mode et de faire une autre marque de vêtements, juste de jolies robes avec peu de valeur derrière, ça ne m'intéressait pas. Donc du coup, pour moi, c'était très important d'avoir ce côté éco-responsable. Et c'est pour cela aussi que vous avez décidé de présenter qu'une seule collection par an ? Ouais, c'est pour essayer de pallier justement à ce côté fast fashion et le rythme un peu effréné des collections et voilà les collections qui tous les 6 mois deviennent un petit peu plus à la mode du coup. Donc voilà, donc du coup qu'une seule collection par an. On a autant des pièces très hivernales comme des manteaux, etc. Autant des petits shorts et des petites chemises, des blouses, etc. qui sont un petit peu plus estivales. Un mot, Pauline, sur cette image qui a été relayée dans la presse à la fin de ce défilé, cette embrassade entre vous et votre maman, la princesse Stéphanie. Le soutien de la famille, c'est très important. Hein. Bah oui, je pense que comme toute famille, on se soutient et avoir ma mère qui était là au premier rang et qui a toujours été là au premier rang pour mes défilés, c'était très important et voilà, on sait qu'on a ce rapport très fusionnel toutes les deux et on partage aussi quelque part cette passion pour la mode, donc voilà. Merci Pauline, en tout cas d'avoir été avec nous depuis Paris, parce que je crois savoir qu'il y a un showroom de vos pièces à Paris jusqu'au 12 mars, c'est ça hein? C'est ça, on a un showroom commercial jusqu'au 12 mars à Paris, et voilà. On peut le retrouver où pour les Parisiens qui nous regardent? C'est le showroom Untitled, c'est chez S-Mode. Allez, on cherchera ça sur Internet. Merci infiniment Pauline d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, au revoir. Et de Paris à Monaco, il n'y a qu'un pas. La troupe parisienne du studio Héberto était de passage en Principauté cette semaine. Ils ont dévoilé au Théâtre des Muses une pièce revenant sur l'histoire du célèbre Léonard de Vinci. Anaïs Riu vous fait revivre ce moment. Les 3 coups retentissent, la salle se plonge dans le noir et les voix se taisent. Le grand Léonard de Vinci, interprété par Grégory Gérébeau, entre en scène. Pour la troupe venue tout droit de Paris, c'est une première à Monaco et le Théâtre des Muses est une agréable surprise pour le metteur en scène. Ce qui nous épate chez le jeune public du Théâtre des Muses de Monaco, c'est qu'ils ont une intelligence d'écoute assez exceptionnelle. On a eu une salle, par exemple, où ils avaient un humour de salle adulte assez extraordinaire. Et c'est pas juste qu'ils sont bien élevés, ils sont éduqués au théâtre. Un plaisir partagé par le comédien, notamment grâce au bord de scène qui permet un échange avec le public à la fin du spectacle. C'est surtout un vrai plaisir de rencontrer le public, que ce soit le public adulte, le public enfant. On sent
il y a un public au Théâtre des Muses, quoi. Et on sent que ce public-là, il est habitué à venir, il est curieux, il est à l'écoute. Donc il y a un vrai public, c'est très très agréable. C'est que du bonheur. Par exemple, un petit garçon l'autre jour qui a levé le doigt timidement et puis qui nous a dit « J'ai pas de questions à poser ». Il a dit « Ah bon, mais je voudrais dire une chose, j'ai adoré le spectacle ». Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est des cadeaux pour nous, quoi. C'est vraiment des cadeaux. Dans la salle, des adultes, mais aussi des enfants. Hier, c'était au tour des élèves de l'école de Fontvieille de faire la connaissance du petit Léonard et de son histoire. Un vrai succès, même chez les plus jeunes. J'ai aimé toute la pièce. Et sinon, l'acteur, il a bien joué. J'ai préféré quand il y a les enfants, que les parents ils se sont réunis. Et voilà. Après une vingtaine de représentations, demain se clôturera une semaine complète et intensive à Monaco pour le studio Hébertot, qui repart vers les théâtres de la capitale française. Faisons un dernier point sur l'actualité avec vous, Julia Vial. Julia, vous teniez à nous parler de cette conférence à la Société nautique de Monaco autour de Flaubert et de Kafka. Oui, c'est aux alentours de 18 h que les visiteurs ont pu découvrir Jacqueline Raoul-Duval. Cette ancienne professeure d'histoire a signé de son nom 2 romans intitulés Un amour amer et Kafka, l'éternel fiancé. Cette femme de lettres a aussi traduit de l'italien 3 ouvrages, dont Le choc amoureux de Francesco Alberoni. L'amour et la littérature semblent donc être vraiment ces 2 sujets de prédilection. Ce rendez-vous à présent à noter dans vos agendas. La Villa Saubert et les rencontres philosophiques de Monaco s'unissent pour proposer une table ronde à la fois historique et philosophique le 10 mars prochain. La discussion portera, Émilie, sur des figures intellectuelles et artistiques liées, entre autres, à l'Égypte, qu'elles soient francophones, arabophones ou cosmopolites. Des figures souvent liées au cercle du surréalisme, de la littérature et de la philosophie, ou encore au mouvement antifasciste de l'entre-deux-guerres. Les intervenants de cette table ronde, historiennes, artistes, commissaires d'exposition et philosophes, sont tous engagés pour la valorisation de communautés d'esprit du continent méditerranéen, parfois injustement oublié. L'entrée est libre, Émilie, dans la limite des places disponibles. Pour vous inscrire à la visite de l'exposition à 17 h et à la table ronde qui aura lieu à 18 h 30, rendez-vous donc sur le site internet des rencontres philosophiques. Autre rendez-vous, la vente d'une collection de monnaies oubliées le 12 mars, celle de Fernand David. Selon les professionnels, cette collection est l'une des plus belles et des plus mystérieuses qui n'ait jamais existé. Vers 1900, Fernand David, un riche fabricant parisien, fut en effet l'un des plus importants collectionneurs de monnaies. À cette époque, les principaux collectionneurs ont d'ailleurs utilisé sa collection pour faire progresser leurs recherches. Et c'est cet ensemble jamais vu depuis 1945 qui réapparaît miraculeusement et que les éditions Victor Gadouri et Alain Veil offriront le 12 mars à Monaco. La collection contient 870 lots, dont de grandes raretés comme des pièces d'or royales et féodales extrêmement rares. Et enfin, un point sur le programme du week-end sur notre antenne, Julia. 19 h dimanche reviendra demain sur une maladie qui touche de plus en plus de personnes, l'allergie. Ce documentaire traite le boom des allergies. C'est la 4e maladie chronique mondiale selon l'OMS, en révélant les véritables causes environnementales. Le changement climatique, par exemple, induit un allongement de la période de pollinisation et prolongerait donc les symptômes des personnes qui en souffrent. Présenté par Yann Anthony Nogues, 19 h dimanche reçoit d'ailleurs le docteur Marjorie Loriou, allergologue au CHPG. Alors, Émilie, quels sont les traitements qui marchent pour les allergies ? La réponse ce dimanche. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Cinéma à présent avec la prochaine projection de l'Institut audiovisuel de Monaco. Elle aura lieu vendredi prochain au Théâtre des Variétés. Il y sera question de la condition féminine dans le sud de l'Italie. Fabien Bonilla a rencontré Vincent Vatrican pour en savoir plus. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film italien d'Emmanuel Crialese de 2003, Respiro. Qu'est-ce que c'est ? Respiro, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est une première œuvre d'un jeune cinéaste italien qu'on a sélectionné avec les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée dans le cadre de leur colloque qui, cette année, va tourner autour des îles de la Méditerranée. Donc pour nous, la contrainte était effectivement de choisir un film
qui a été tourné sur une île de la Méditerranée. C'est parfaitement trouvé du coup. Donc on a choisi ce film qui a été tourné à Lampedusa. Il se trouve que c'est un film que je trouve très réussi, à la fois par son aspect descriptif d'une société insulaire et à la fois par son imaginaire, parce que c'est un film qui voilà, joue d'une réalité sociale et en même temps s'évapore vers le merveilleux, en tout cas sur la fin du film. Alors tout repose autour du personnage que joue Valeria Golino, qui est une mère de 3 enfants, vous l'avez dit, donc dans le sud de la Sicile. Elle est pleine de vie, peut-être même un peu trop pour les habitants. Ce serait ça l'histoire. C'est un peu l'original du village. Et donc on regarde un peu d'un mauvais œil, parce que dans cette société qui est quand même très patriarcale, c'est celle qui est libre comme l'air, qui ne se soumet pas, à l'autorité paternelle, et qui élève ses enfants comme elle l'entend, donc il se sent libre comme l'air. Et cette insouciance, cette insolence, effectivement, dérange les villageois et les pêcheurs. Il faut dire que Valeria Golino est absolument merveilleuse dans ce film. C'est vraiment un de ses plus beaux rôles. Les enfants ont un rôle important aussi, les 3 enfants du personnage féminin. Ils ont presque le rôle du père vis-à-vis de la mère, je me trompe ? C'est pas faux. Le père est quand même relativement absent. Et c'est plutôt autour de ses enfants. C'est eux qui essayent de la raisonner des fois. Absolument. Et c'est une des particularités du film et réussite du film, d'avoir su composer comme ça des personnages d'enfants qui sont un substitut de l'autorité paternelle dans le couple et dans leur relation. C'est vrai que pour elle, c'est la prunelle de ses yeux. C'est cet enfant, enfin ces enfants surtout un, dans le film. Et voilà, ça compose aussi la particularité et la beauté de ce film. Quelle serait la morale du film de Respiro? Devi stare tranquillo, non devi pensare a nessuno, devi fare quello che ti dico io. Pensi solo per me. Ce journal touche à sa fin. Jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avant de nous quitter. Julia, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain? Eh bien non, Émilie, des nuages et de la pluie sont encore prévus demain. Les températures rafraîchissent même, avec seulement 8 petits degrés de maximale. La Méditerranée sera, elle, à 13 degrés. Demain sera la Sainte-Colette. Et cela sera également la fête des grands-mères. Merci Julia et merci à vous pour votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez les experts, Frédéric Elion, Christophe Paco et Laurent Orsini. Ils reviendront pour vous sur la victoire de Monaco face au Maroc en Coupe Davis. Un succès qui permet aux hommes de Guillaume Couillard de valider leur place dans le groupe 2. Excellente soirée à tous et à demain pour le best-of de la semaine. Les photos de fin de JT de ce soir sont signées Michael Alési.